voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Notre invité aujourd'hui, que nous sommes heureux d'accueillir, c'est Renaud de Crovoisier, médecin, chercheur et directeur d'hôpital. Bonjour Renaud. Bonjour. Eh bien, je te laisse la parole, Jean-Louis. Écoute, c'est un plaisir aujourd'hui de recevoir Renaud. Il fait partie de ceux avec qui j'ai un peu travaillé et puis de ceux aussi qui sont en général très occupés. Et donc c'est une chance de l'avoir aujourd'hui avec nous. Alors, centre dont tu parlais Félix, centre Eugène Marquis, qui se situe à Rennes et dont Renaud est effectivement le directeur. Alors, il va nous raconter un peu tout ça par la suite, mais d'abord, d'où vous venez, monsieur de Crovoisier ? Moi, je suis originaire de Lorraine. Voilà, j'ai grandi à Nancy, pas loin des Vosges aussi, un très beau pays. Et finalement, le nord-est de la France se rapproche du nord-ouest de la Bretagne en termes de, évidemment pas géographique, mais en termes de mentalité. Finalement, des personnes qui sont assez fiables, engagées dans ce qu'elles font. Et voilà. Donc, l'arrivée en Bretagne, un hasard total ou une volonté, une envie de découvrir l'ouest de la Bretagne ? Oui, alors donc effectivement, moi j'ai fait mes études à Nancy, mes études de médecine jusqu'à l'âge de 25 ans. Et puis ensuite, une spécialité. Quand on est médecin, étudiant en médecine, on va faire une spécialité. Et ça a été la cancérologie à Paris pendant 10 ans. Et j'ai travaillé aussi 2 ans aux États-Unis sur la cancérologie. Et puis, j'ai choisi d'aller en Bretagne parce que ça a été un mélange d'opportunités professionnelles, de lassitude d'un environnement parisien que je juge un peu pas très épanouissant. J'entends l'environnement, les personnes, c'était tout à fait sympathique. Mais et puis, effectivement, je suis extrêmement heureux d'être en Bretagne maintenant depuis 15 ans. Et je pense que je ne la quitterai pas. Alors, vocation médicale, très jeune, avec l'envie de faire ce métier de médecin ? Oui, je pense. Je me suis tout à fait. Je pense que à l'âge de 12-13 ans, comme tout le monde, on s'interroge à cet âge-là sur ce qu'on peut faire. On essaye de se projeter. Et j'ai pressenti que la médecine, les études médicales, et ça s'est totalement confirmé, était à la fois extrêmement ouverte dans des tas de possibilités de pratiques, et j'y reviendrai, et aussi un métier très relationnel, et aussi un métier de sens, dans lequel il y a vraiment c'est un métier qui a beaucoup de sens, et le sens c'est important dans la vie. Soigner, voilà, de porter du soin. Quand je disais aussi, je pense que c'est un métier où tous les tempéraments peuvent s'y retrouver. Quelqu'un qui est un peu bricoleur, s'il veut aller faire de la chirurgie orthopédique pour mettre en place des os, il peut faire. L'intellectuel qui veut rester peut-être un peu loin du patient peut aussi s'y retrouver dans certaines spécialités comme la biologie ou l'anatomopathologie un peu plus lointaine du patient. Et puis celui qui veut être au contact du patient très proche, là, il y a la médecine générale. Il y a tout un panel de pratiques qui est vraiment passionnant. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Là, on va toucher au cœur de l'activité, le cancer et la radiothérapie. Enfin, c'est une discipline parmi beaucoup d'autres. Absolument. Alors peut-être pour rappeler le cancer. Alors le cancer, c'est, malheureusement, la première cause de mortalité.
à peu près une personne sur 3 ou 4 qui va décéder du cancer. Donc s'intéresser au cancer, c'est s'intéresser à une vraie question, je dirais, de santé publique et qui nous concerne tous. En Bretagne, le cancer est aussi une pathologie importante, hein, pour 2 raisons. Vous savez qu'il y a des facteurs de risque, hein, de cancérologie, et on en a 2 en Bretagne qui sont plutôt assez élevés. Il y a le tabac et l'alcool. Et l'alcool, hein, ça reste encore un souci important, hein, qui donne un certain nombre de cancers, des tumeurs du foie, de l'œsophage, et le tabac aussi, hein, du poumon bien sûr, et puis un autre cancer, alors qui n'est pas qui est en rapport avec l'exposition solaire. Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose on aimerait un peu plus de soleil, mais le soleil, ça expose au cancer de la peau, et certains cancers, comme les mélanomes, sont agressifs. Donc oui, en Bretagne, en particulier, c'est une vraie question, le cancer. Alors, excuse-moi, Jean-Louis, le bruit courait à une certaine époque que le granit, le fait de vivre sur un sol graniteux, c'était aussi un facteur. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qu'on dit comme ça, ou est-ce que c'est vérifié scientifiquement ? Oui, je pense que ça a été validé. Ces situations en Bretagne, je pense plutôt dans le Finistère, de sols granitiques un peu radioactifs, dans des sous-sols, donc pas très ventilés, où là, peut-être, il a été, alors je ne sais pas si ça a été démontré avec un niveau de preuve très élevé, mais quand même, une augmentation du risque de cancer, c'est plutôt dans le passé. Hein. À ma connaissance, aujourd'hui, c'est plus tellement un facteur de risque, mais peut-être qu'à une certaine époque, ça l'était. Et dans des territoires très, très, très précis aussi, hein, c'est absolument. Oui. Et effectivement, Jean-Louis, donc pour revenir à ce métier, ou cette question du traitement du cancer, on est vraiment en particulier dans le Centre Eugène Marquis. Alors, le Centre Eugène Marquis, c'est le centre de lutte contre le cancer, hein, l'hôpital de référence en Bretagne. Hein. C'est une prise en charge qui est très globale, de la prévention, justement, par rapport à ces facteurs de risque. Donc, parce qu'on peut éviter un certain nombre de cancers si on diminue ces facteurs de risque, tels que l'alcool, la consommation excessive d'alcool, de tabac, d'exposition solaire. Et aussi, il y a l'obésité, hein, qui est le surpoids. Et puis, donc, du pré-cancer, de la prévention au post-cancer. Hein. C'est toute une prise en charge globale du patient, un accompagnement, pas simplement dans des modalités de traitement très sophistiquées, mais aussi dans une prise en charge du bien-être du patient par rapport aux effets secondaires, enfin aux symptômes que le patient a du fait de sa maladie ou même du fait des traitements. Donc on est vraiment dans une prise en charge globale du patient dans toutes ses dimensions physiques, psychologiques, et voilà. Oui, donc là, on est bien au-delà du métier de médecin, parce que c'est toute une équipe, en fait, avec des spécialités extrêmement différentes, qui vont se retrouver au Centre Eugène Marquis pour prendre en charge les patients. Absolument, voilà, oui, on peut distinguer, alors si on fait un zoom, hein, sur les équipes médicales, justement, hein, ou les équipes de soignants, il y a une étape qui est... Donc, j'ai parlé de la prévention d'abord. La prévention, je voudrais y revenir parce que nous avons créé au Centre Eugène Marquis, c'est le docteur Claudia Lefebvre, hein, qui a souhaité développer un département de prévention. Parce que la prévention, on en parle depuis des décennies, hein, on dit il y a des tas de moyens de diminuer de faire en sorte que le cancer ne survienne pas simplement de le traiter et de courir après, mais de faire en sorte qu'il ne survienne pas en travaillant sur les facteurs de risque. On en parlait beaucoup, mais on ne le faisait pas beaucoup. Et là, depuis 2 ans, on a créé un département de prévention avec en particulier un bus qui sillonne le territoire pour aller au contact des populations, qui va sur les marchés, qui va même dans des EHPAD, pour aller faire de la prévention, expliquer que ces facteurs de risque et aussi une unité de prévention qui s'intéresse à des familles à risque de cancer, hein, parce que pour certains cancers, il y a un contexte familial et s'intéresser aussi à la famille, c'est important. Donc il y a l'aspect de prévention. Ensuite, sur ce point-là, peut-être une précision. Comment ça fonctionne, c'est-à-dire ce bus qui circule, comment les gens sont informés de ça et comment ils peuvent aller le retrouver finalement? Alors c'est une information très locale, hein, ça peut être encore une fois, je le disais, sur des marchés. Nous sommes contactés ou nous allons vers une commune pour aller proposer, évidemment totalement gratuitement, cette présence. Donc c'est au niveau communal que finalement l'information... Ou associatif, ou... Voilà, on s'interroge aussi sur un contact avec les entreprises, ou... Voilà.
D'accord. Alors après, donc là, c'est la question de la prévention du cancer. Après, il y a la question du diagnostic. Hein. Quand pour prendre en charge quelqu'un qui a un cancer, il faut bien sûr le diagnostiquer. Et là, on a plusieurs outils pour diagnostiquer le cancer, qui font l'objet d'ailleurs de progrès fantastiques. Hein. Le premier, c'est l'imagerie. Tu connais bien l'imagerie. On a eu historiquement le scanner, on a eu historiquement l'IRM qui est très importante. Une IRM, permet de donner une image du cancer très, très précise et des organes avoisinants, une image de l'anatomie du patient. Il y a des séquences aussi particulières d'IRM qui permettent non seulement de donner une image fixe, mais aussi de nous donner de l'information sur la croissance du cancer, ce qu'on appelle nous le métabolisme du cancer, une image fonctionnelle, une imagerie fonctionnelle, pas simplement une photographie, mais comme une vidéo, voilà. Et puis on a une imagerie là qui a complètement explosé la cancérologie en termes vraiment d'intérêt, c'est l'imagerie nucléaire. Hein. Cette fois-ci, ce sont des marqueurs que l'on va mettre, des petits marqueurs radioactifs, qui vont se fixer sur le cancer et qui vont nous informer encore une fois de sa croissance, de sa multiplication. Hein. C'est ce qu'on veut de plus en plus, c'est pas simplement avoir une image fixe, mais toute une dynamique. Donc voilà, il y a l'imagerie, il y a aussi toute la biologie qui a complètement explosé, la connaissance, et pas que la connaissance, aussi les traitements. La biologie, c'est le fait de mieux comprendre le cancer. Qu'est-ce que c'est que le cancer ? À l'échelle de l'ADN, à l'échelle plus que de la cellule. Et comment il est arrivé et de développer des médicaments ciblés à l'échelle de la cellule pour être plus efficaces. Des médicaments qui étaient historiquement de la chimiothérapie, mais maintenant on a d'autres classes de médicaments, toute l'immunothérapie sont des anticorps qui vont aller cibler le cancer à l'échelle de la cellule, alors que la chimiothérapie, on napalme beaucoup, j'allais dire. Pour détruire le cancer, malheureusement, on va détruire beaucoup de tissus sains, et on va créer des effets secondaires. Maintenant, on a des traitements qui sont beaucoup plus ciblés à l'échelle cellulaire. Et puis, on a la radiothérapie. Voilà, la radiothérapie, c'est mon métier directement. Alors, la radiothérapie, c'est quoi ? C'est utiliser des faisceaux, un peu comme des faisceaux laser, on peut imaginer ça, qui vont aller cibler le cancer. Hein. C'est utiliser des tas de faisceaux. Alors, les particules, c'est des photons, comme la lumière, sauf qu'ils sont beaucoup plus énergétiques. Imaginez des faisceaux laser qui vont traverser le patient et qui vont tous, dans certaines techniques, des centaines de petits faisceaux qui vont aller cibler le cancer. Et là, converger dans une zone pour, au site de convergence, détruire le cancer. Et là aussi, il y a énormément d'avancées. C'est totalement mon métier, c'est d'aller cibler ce cancer très spécifiquement, qui est bien sûr dans un organe. Il faut aller détruire le cancer, mais préserver l'organe qui est autour. C'est ça le défi des traitements en cancérologie. C'est pas de détruire le cancer largement et de détruire la personne autour, j'allais dire, c'est d'aller détruire le cancer pour que la personne soit guérie avec un minimum d'effets secondaires. Alors là, on a beaucoup d'avancées qui ont été faites ces dernières années dans le domaine, je dirais, largement de la radiothérapie. Est-ce qu'on peut faire un petit balayage court, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais... Pour aller à l'essentiel de ce qui se développe là, ce cancer, il est bien sûr situé dans un organe, et l'avancée aujourd'hui porte sur le ciblage. En fait, on a vraiment une problématique de ciblage d'une tumeur qui se situe dans l'organisme et qui va bouger avec la respiration, c'est normal, qui va décroître avec le temps. J'ai oublié d'expliquer que la radiothérapie, ça se fait sous forme de séance. Le patient vient à l'hôpital, il s'allonge sous un appareil, un peu comme un scanner, une IRM, il sent rien, mais il est allongé. Et pendant quelques minutes, l'appareil va irradier un peu comme une ampoule électrique, là, nous permet lumineuse dans la pièce. Ça va être la même chose. On sent rien d'ailleurs au cours d'une irradiation. Donc le patient va venir tous les jours, une fois par jour, s'allonger sur une table, et il a une séance qui dure 10-15 minutes. Tous les jours, pendant plusieurs semaines. Donc il y a plusieurs séances. Et donc un enjeu fort aujourd'hui, un progrès fort, c'est d'aller cibler chaque jour la tumeur là où elle est. Et d'un jour à l'autre, elle peut bouger avec, je prends
il y a des structures, là on va rentrer un peu dans l'anatomie, mais on a des organes qui sont évidemment mobiles comme le poumon, comme le foie, avec la respiration. Avec la respiration, un nodule dans le poumon peut bouger jusqu'à 3, 4, 5 cm. La vessie, vous savez, cet organe qui contient l'urine, peut être à un moment donné vide, peut être à un moment donné plein. Il y a de la déformation. C'est complètement ton expertise, Jean-Louis. Et donc, les progrès aujourd'hui, c'est d'aller chaque jour cibler au millimètre près la tumeur. Et la tumeur peut aussi diminuer avec le temps, de jour en jour, tant mieux. Et donc, s'adapter à la diminution de la tumeur pour aller donner une haute dose d'irradiation et permettre de la détruire. C'est ça qui est la grosse avancée, en particulier autour d'un équipement qui s'appelle un accélérateur. L'accélérateur, c'est un appareil qui produit ces faisceaux dont je parlais tout à l'heure. Accélérateur couplé à une IRM. Et l'IRM, on en a parlé précédemment, c'est vraiment l'examen qui permet aussi de très très bien visualiser le cancer. Donc on couple une machine, c'est l'analogie qu'on pourrait donner de la révolution, c'est je ne fais pas du tout, je ne suis pas chasseur, je ne connais pas bien les armes à feu, mais on pourrait imaginer qu'on est passé d'un fusil avec une visée classique, un peu grossier, à un fusil quand même qui tire de façon très précise avec une lunette. C'est ça la révolution dans le monde de la radiothérapie. On est parti d'un ciblage un peu grossier pour tirer sur une cible, à un ciblage très précis, parce que quelque part, derrière la cancérologie, au moins moi je le vis comme ça, pour renforcer cette image de fusil. Je ne suis pas chasseur, je ne suis pas anti-chasseur, mais quand je vois un animal, je préfère plutôt le regarder que de l'anéantir, mais enfin ça c'est une parenthèse. Mais je prends quand même cette image-là parce que moi je vis la lutte contre le cancer, mon métier, comme une guerre. Vraiment comme une guerre. Et là, c'est pour amener une autre dimension, c'est que, je l'ai dit au départ, le cancer, c'est une maladie grave qui tue. Et nous, notre quotidien, c'est malheureusement, même s'il y a énormément de progrès, de voir encore des patients mourir. Et donc, c'est une lutte, j'allais dire, il y a une lutte à mort contre la maladie. Il faut la cibler, il faut la détruire, il faut une stratégie, il faut de la recherche, on va peut-être en parler après. Il faut toute une intelligence collective pour aller vaincre cette maladie, c'est-à-dire détruire le cancer et faire en sorte que les patients soient guéris, mais aussi avec un meilleur état de vie possible, une meilleure qualité de vie possible, bien sûr. Alors, du point de vue technologique, tu me dis, Félix, si tu veux interrompre à un moment donné, pour parler de l'Unilever, par exemple. Du point de vue technologie, il y a plusieurs techniques en radiothérapie qui sont disponibles. Certaines sont très chères. Et je crois que peu présente en France. Je pense à l'hadrothérapie en particulier. Je ne sais pas combien de centres il y a aujourd'hui, mais il y en a peu, je crois. Il y en a donc cette diversité, on peut la balayer rapidement pour essayer de comprendre leur utilité. Oui, alors avant de répondre, Renaud, excusez-moi, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Voyages extraordinaires dans la science et que nous recevons donc aujourd'hui Renaud de Crovoisier, médecin, chercheur, spécialiste de la radiothérapie et directeur du centre Eugène Marquis à Rennes. Voilà, donc je vais répondre à la question de Jean-Louis. Je reprends mon analogie avec le fusil à lunettes. Dans le fusil, le fusil va tirer une balle, donc il faut une partie propulsive et une balle, et puis il y a le ciblage grâce à la lunette. Une grosse avancée, ça a été, et je pense que c'est honnêtement, ça a été le tournant de la dernière décennie, ça a été de travailler la lunette. Ce qu'on appelle la radiothérapie guidée par l'image, et notamment ce guidage par l'IRM. Au centre Eugène Marquis, on a un tel équipement qui coûte entre 6 et 8 millions d'euros quand même. Donc ce sont des équipements extrêmement coûteux, extrêmement sophistiqués. Nous, on a en plus la possibilité avec cet équipement-là, et sur cette catégorie de machines, on est les seuls à avoir en France, d'avoir, alors je rentre dans des considérations un peu techniques, mais un gating ou un tracking, c'est-à-dire quand on a une cible mobile, imaginez un nodule dans le poumon qui bouge avec la respiration, on est capable de suivre ce nodule et de tirer que vraiment précisément dans le nodule et pas dans une trajectoire moyenne du nodule. Enfin, mais ça a été... Ce guidage par l'image, je pense que c'est le plus important, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on priorise cette question-là. Alors après, je réponds à ta question. Revenons à la balle dans le fusil. La balle, c'est ces particules qui vont, ce faisceau d'irradiation, je parlais de laser. Ça peut être, c'est majoritairement à 99% des photons comme particules. Donc les appareils de traitement, la partie fusil, on va dire, sont des accélérateurs de photons.
Et c'est vrai qu'un photon, quand il traverse de la matière, ou évidemment un patient, va déposer de l'énergie et de la dose de façon certaine sur toute sa trajectoire. Et donc on a un problème quand même de sélectivité de la cible. Et c'est bien la convergence de multiples faisceaux, au site de convergence, qu'il va y avoir de la haute dose. Mais il va y avoir quand même un peu de dose autour. Et donc des effets secondaires. Donc il y a un autre type de particules qui existent, ce sont des protons, qui cette fois-ci vont déposer leur énergie, ou donc de la dose d'irradiation, à un certain niveau de profondeur, à 5, 6, 7, 8, 10 cm, sous forme d'un pic, qu'on appelle le pic de Bragg, peu importe. Donc là, on a plus de sélectivité du tir. Après, il n'empêche que pas parce qu'on tire, il faut être sûr de l'endroit où on vise. Il faut quand même la lunette. Et c'est un peu le défi des protons, c'est qu'aujourd'hui, ce type de faisceau peut délivrer sa dose très précisément, mais encore faut-il qu'il y ait le guidage, et il n'y a pas à ma connaissance, par exemple, de machines de protonthérapie couplées à l'IRM. Donc, et les protons sont extrêmement, extrêmement coûteux. On est sur des équipements de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui aujourd'hui trouvent peu d'indications. On est vraiment sur des tumeurs, notamment de la base du crâne ou de l'œil, de la rétine, de la choroïde. Enfin, oui. Et les ions lourds dont tu parlais sont encore plus anecdotiques. Mais je pense honnêtement que le plus gros défi aujourd'hui, c'est plutôt d'être certain de là où on tire que d'avoir une particule. Enfin, les deux devraient se combiner. On est bien ensemble. Radio Laser, sur le 95.9 FM et en DAB+. On vient de balayer donc les différentes technologies qui sont utilisées en radiothérapie. On voit d'ailleurs que le couplage avec l'image donc, est une composante essentielle. On voit aussi qu'il peut y avoir des spécificités, c'est-à-dire des technologies qui s'appliquent plus particulièrement à certaines cibles, à certains organes, disons. Il y a d'autres technologies qui existent. Je vais peut-être aussi effectivement rajouter toujours sur cette question du ciblage une notion qui est importante, qui est en train d'être très émergente. C'est que dans une approche encore standard aujourd'hui, on considère que l'on veut détruire un cancer, c'est-à-dire que sur une imagerie, par exemple IRM, il y a une boule, une espèce de nodule qui fait 2, 3, 4 cm et que l'on veut détruire. Et aujourd'hui, on est encore à dire, voilà, dans cette boule, on veut donner une certaine dose. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'imagerie nucléaire, notamment de l'imagerie TEP. Celle-là, elle nous informe que la boule que l'on voit, en fait, elle est hétérogène. Le cancer que l'on voit, il est hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont très proliférantes, d'autres qui le sont moins. Des régions qui vont être potentiellement très sensibles aux rayons, d'autres qui ne le seront pas du tout. Et donc, dans cette boule de 4, 5, 10 cm, peu importe, il va potentiellement falloir, notamment si on parle de radiothérapie, délivrer une dose adaptée à l'agressivité du cancer à l'échelle quasiment millimétrique. Et donc, là encore, c'est une approche qui est vraiment émergente, que d'aller utiliser l'imagerie nucléaire qui va nous informer de la prolifération cellulaire, de sa radiosensibilité, la capacité d'être ou non détruite par les rayons, à une radiothérapie qui est à ce moment-là très très modulée, qu'on appelle du dose painting ou du dose sculpting, c'est-à-dire pas donner une dose homogène dans une boule qu'on croit homogène, mais une dose très très adaptée en fonction de l'agressivité du cancer. Voilà. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé, mais c'était aussi une notion importante. Tout ça dans l'objectif de quoi ? Toujours de mieux guérir. Alors là, on arrive peut-être quasiment à la frontière de la recherche. Oui. Et donc, là, ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en dehors des dispositifs d'irradiation où la recherche se déploie sur éventuellement tel type de pathologie, tel type d'organe, peu importe. Donc, la recherche aujourd'hui. Voilà. Oui, la recherche aujourd'hui. Alors, la recherche, elle est fondamentale d'abord. Elle est fondamentale, pas pour faire plaisir aux chercheurs, pour la raison que j'ai expliquée au départ. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on meurt encore beaucoup du cancer et on est dans cette guerre. Et c'est pour ça que je parlais au départ que la médecine était pour moi un métier de sens. Et c'est qu'on est dans cette guerre et collectivement, il va falloir arriver à pousser les lignes. Je dis bien collectivement, avec toute cette intelligence, en particulier des chercheurs. Avant d'aller zoomer sur la situation rennaise, la recherche en médecine et en cancérologie, c'est quoi ? C'est, de façon globale, c'est d'abord des chercheurs qui, dans des laboratoires, vont aller imaginer de nouvelles solutions.
des chercheurs, ça peut être des ingénieurs, dans le domaine du traitement d'image, par exemple, ça peut être des biologistes, des gens qui, associés à des docteurs, vont aller travailler pour imaginer de nouveaux traitements. Très bien, donc il y a des équipes de recherche et on reviendra sur la nôtre, puisque toi et moi appartenons à la même équipe de recherche. Ensuite, l'objectif, ça c'est ce qu'on appelle la recherche, on peut l'appeler fondamentale, translationnelle. Le mot translationnel, c'est une vocation aussi de la recherche et ça c'est extrêmement important. Pas qui se regarde elle-même pour générer de la connaissance, mais une recherche qui se veut servir à quelque chose. Translationnel, transfert vers quoi ? Vers l'hôpital, vers des patients. Et là, ces innovations, par exemple des nouveaux médicaments, par exemple des nouvelles stratégies de ciblage, vont être proposées aux patients dans une étape d'évaluation d'une recherche qui s'appelle la recherche clinique. Donc là, à l'hôpital, on va proposer aux patients, on va leur dire, voilà, monsieur, madame, vous avez telle maladie. Le traitement de référence, il existe, la prise en charge de référence, c'est ça. Mais nous, on pense qu'il y a un nouveau traitement qui est plus intéressant. Alors, on le pense parce que dans des laboratoires, on a vu à l'échelle des cellules, à l'échelle de l'animal, ou la modélisation, que c'est intéressant. On peut vous proposer ce nouveau traitement. On n'est pas sûr qu'il soit plus efficace, mais on a des raisons de le penser. Et donc, on va vous proposer ce nouveau traitement-là. Et donc, on explique, on fait cette proposition au patient qui va ou non consentir. On demande un consentement éclairé. Le patient peut dire non. Moi, le nouveau traitement, vous me dites que vous n'êtes pas sûr, etc. Je préfère avoir celui de référence. Mais enfin, le nouveau traitement, il vise quand même à améliorer la guérison. Il vise quand même soit à améliorer la guérison, soit à diminuer les effets secondaires. Et là, on va tester cette nouvelle approche dans ce qu'on appelle un champ de recherche clinique. Donc il y a la recherche fondamentale, la recherche translationnelle, ça c'est du laboratoire. Ensuite à l'hôpital, on essaye de valider cette approche-là dans une recherche dite clinique qui est très rigoureuse. C'est pas au doigt mouillé. Il y a des hypothèses statistiques pour montrer un bénéfice. Et ensuite, si les études, dans le cadre d'études cliniques, si les études cliniques montrent qu'il y a un bénéfice, on va le proposer à tous les patients. Donc il y a tout ce process qui va faire en sorte qu'on va arriver vers des progrès. Un process qui existe au niveau local, à Rennes, qui existe dans une dynamique nationale et aussi internationale. Tout le monde travaille à peu près à faire la même chose, en complémentarité, et on essaye de démontrer, parce qu'avec un niveau de preuve élevé, il y a toujours des biais quand on fait des expériences, que effectivement on est plus efficace et moins toxique, avec une autre considération quand même, qui est de plus en plus prégnante, c'est la considération du coût. Et là, c'est une question, je dirais, à tous les citoyens, parce que cette recherche est alors peut-être est souvent financée, enfin la nôtre, le plus souvent par l'État, par nos impôts. Elle est très coûteuse. C'est au final quel bénéfice pour quel coût. Et il faut être humble aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avancées en cancérologie, mais elles sont modestes et elles sont coûteuses. Voilà, et donc, mais on y arrive et c'est tout à fait enthousiasmant. Et donc les chercheurs sont, je reviens encore une fois au sens dont je parlais tout à l'heure, et on va peut-être faire un zoom sur la situation rennaise. Nos étudiants, nos chercheurs, nos jeunes chercheurs, nos plus anciens, je pense aussi, ont cette niaque, j'allais dire, qui sentent que travailler sur cette thématique, moi je vois les jeunes doctorants, les jeunes étudiants en master, chacun a sa contribution, ils sont très motivés. Et quelque part, le plus souvent, ne comptent pas leur temps parce qu'ils sentent cette finalité-là. Oui. Juste une petite question. Lorsque vous proposez un nouveau traitement à un patient ou à une patiente, est-ce que on peut penser qu'il y a des risques ? Non, il y a l'inefficacité, bien sûr. Mais est-ce qu'il peut y avoir des risques et naturellement, vous les présentez à vos patientes et à vos patients. Oui, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, un nouveau traitement, on a des raisons de le proposer parce qu'il y a des tas de raisons de penser qu'on va être plus efficace, mais il y aura forcément des effets secondaires qu'on mesure plus ou moins. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de consentement. Et un consentement, c'est pas d'expliquer en 15 secondes à un patient, c'est d'expliquer pendant 1 heure à un patient sa maladie, le traitement de référence, les nouveaux traitements, lui donner un document qui fait plusieurs pages,
qui doit être le plus compréhensible possible, le revoir après signature, tout à fait. Et à tout moment, d'ailleurs, le patient peut dire, moi, l'étude, j'en sors, et on lui en veut pas, et il peut refuser aussi, et on lui en veut pas non plus. Mais on est quand même aussi, malgré tout, dans une dynamique collective. Et je dois dire aussi que du côté des chercheurs, enfin au moins les nôtres, hein, il y a un désintérêt financier. Hein. Il n'y a pas d'intérêt financier. On n'est pas intéressé financièrement. On ne propose pas un nouveau traitement parce que quelque part, on va... Voilà. Et je veux ajouter, c'est quelque chose d'important aussi par rapport au Centre Eugène Marquis. C'est un établissement privé, mais d'intérêt collectif et à but non lucratif. C'est-à-dire que là, je reprends ma casquette de directeur. Mon but, d'un point de vue, un des objectifs, c'est d'être à l'équilibre financier. Je ne satisfais aucun actionnaire. C'est pas d'aller faire du bénéfice. Et si je suis excédentaire, c'est de reverser, si nous sommes excédentaires, de reverser les financements dans de l'investissement pour la recherche. Voilà, les médecins du centre n'ont aucune activité libérale, hein, c'est des salaires de fonctionnaires. Donc on a j'en reviendrai peut-être tout à l'heure, mais une très belle dynamique collective, hein, beaucoup d'investissements, de désintéressement des personnels pour justement rentrer dans cette guerre et faire en sorte qu'on fasse bouger les lignes collectivement. Puisqu'on parle de l'aspect financier, mais très brièvement, les dons peuvent être faits, enfin vous en recevez régulièrement? Alors oui, on essaye de faire des campagnes d'appel aux dons pour la recherche, c'est très important. Pas la recherche en général, hein, la recherche rennaise, au Centre Eugène Marquis, on a des équipes labellisées. Hein. Les équipes qui font de la recherche ne sont pas, encore une fois, aussi des individus comme ça qui tout d'un coup, un matin, se disent on est dans des équipes labellisées INSERM, hein, dont le laboratoire du traitement du signal et de l'image, qui travaille sur des questions de radiothérapie, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de cancérologie même. Et donc, il faut des moyens financiers pour faire cette recherche. Et donc, on fait ces appels aux dons et en toute transparence, chaque euro est consacré à des travaux de recherche qui sont décidés dans le cadre d'une instance chez nous qui s'appelle le COGEDOR, où des experts locaux, mais aussi nationaux, donnent un avis sur des projets de recherche qui vont être ou non soutenus financièrement. Mais c'est vrai que nous, c'est très important d'avoir cette aide-là, parce que ça nous permet de financer en l'occurrence, des boursiers, des jeunes chercheurs, des étudiants, voilà, qui se disent je veux faire de la recherche, je veux faire bouger les lignes. Ils ne sont pas d'ailleurs payés grassement. Hein, je veux dire, ça, c'est encore un problème aussi en France. Hein. Je pense qu'un étudiant, donc quelqu'un qui a entre Bac plus 5 et Bac plus 8, malheureusement, va être payé de l'ordre de 1500, 1600 euros pour aller travailler au fond de sa mine et essayer de faire bouger ces lignes. Et donc, c'est quand même là aussi un investissement fort, mais on a besoin un minimum de moyens et voilà. Alors, les projets de recherche, donc puisqu'on parle de financement et pour des projets de recherche, quelques exemples de ce qui se passe à Rennes sur ce plan-là? Alors, je vais peut-être parler d'un exemple concret qui est le mien. Donc, moi, je suis médecin cancérologue radiothérapeute, je traite des patients. Je suis aussi professeur de médecine, donc avec une mission de triple mission de soins, de recherche et d'enseignement. Et donc directeur du centre. Donc, c'est au titre de ma mission d'enseignement que j'ai cette activité de recherche qui me passionne. est tout à fait passionnant, à la fois sur les enjeux, j'en ai parlé, puis sur l'humain, de travailler avec ces jeunes chercheurs, avec l'enthousiasme. Et puis la recherche, c'est une aventure. Hein. C'est une aventure. Quand la recherche à un niveau... on va dire, à partir de Master 2, c'est d'amener une contribution quelque part. Hein, c'est de la connaissance, faire bouger les lignes. Donc, on n'est pas sûr d'y arriver. Hein. La recherche, c'est ça aussi je disais que c'est une aventure. Ça peut aboutir, c'est un peu comme le mineur au fond de sa mine. Hein. Il est avec son marteau, il cherche le filon. Peut-être il va le trouver, peut-être qu'il ne va pas le trouver. Donc, il faut aussi de la résistance psychologique. Il faut un esprit d'équipe. La plupart du temps, on y arrive quand même. Hein. Y arriver, c'est concrètement pour l'équipe et l'étudiant, c'est des publications de haut niveau international, qui valident cette recherche, qui permettent de la diffuser, qui permettent de faire qu'on va aller de la recherche de laboratoire aux malades. Et donc nous, moi je suis co-responsable d'une équipe qui s'appelle le laboratoire du traitement du signal et de l'image, une équipe au sein du LTSI, qui travaille beaucoup sur les questions de ciblage en radiothérapie dont on a parlé tout à l'heure, de guidage par l'image, par rapport à des cibles mobiles, des cibles qui se déforment d'un jour à l'autre, des cibles qui ont ces modifications aussi à la fois morphologiques, mais je disais métaboliques, dynamiques, biologiques. Hein.
Et puis aussi, un gros enjeu de la cancérologie, peut-être vous l'avez compris à travers ce que je dis, c'est que c'est d'aller vers des traitements ciblés, adaptés à chaque patient. Et donc de faire de la prédiction, d'aller se dire, tel patient, il n'a pas un cancer en général, n'importe quoi, du poumon qu'on traite en général comme ci, comme ça. C'est cette dame, ce monsieur a un cancer très spécifique. Et il va falloir lui proposer le traitement le plus spécifique possible, le plus adapté possible. Alors ça, il faut développer ce qu'on appelle des modèles prédictifs, basés sur des tas de données. Alors, on travaille à l'échelle de population, de patients, à l'extraire des données épidémiologiques, des données biologiques, des données cliniques, des données d'image, d'aller faire du traitement d'image très poussé pour aller proposer donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur de la modélisation. On peut même, aujourd'hui, avant même de proposer aux patients un traitement, si vous voulez, le simuler. On peut créer des modèles, imaginer que c'est le patient et tester des approches qu'on appelle nous multi-échelles, c'est-à-dire de l'image, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, scanner IRM, à la cellule, à l'ADN, et tester. Voilà. Donc on a toutes ces approches-là que l'on propose dans notre laboratoire à des étudiants, avec une équipe de chercheurs aussi. Et très des investis. cibles particulières en organes, par exemple, aussi Oui, alors moi, c'est vrai qu'à titre personnel, depuis 30 ans, là, je suis spécialisé dans les cancers de prostate, donc j'ai beaucoup travaillé sur les cancers de prostate. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme, plus fréquent mais pas le plus méchant. Ça reste le cancer du poumon, c'est première cause de mortalité, mais le cancer de la prostate, c'est un homme sur 7 ou sur 8 qui aura un cancer de prostate. Voilà, moi j'ai beaucoup travaillé nous avons collectivement beaucoup travaillé sur ce cancer-là. Les cancers aussi pelviens comme dans le bassin de l'utérus. On a travaillé aussi sur les cancers de la gorge, les cancers ORL, qui posent d'autres problèmes. Et voilà. Oui, je pensais justement au cancer de l'utérus, parce qu'on en a beaucoup parlé. On parle beaucoup du vaccin qui est actuellement recommandé. Donc là, on voit bien en fait que tous les organes peuvent être touchés. Le cœur, par exemple, je crois qu'il y a aussi une action sur... Oui, d'ailleurs, alors, on a quelquefois des cancers dans le cœur, dans le muscle cardiaque. Et récemment, grâce à cette machine accélérateur IRM, on a pu traiter une tumeur de 4 cm qui était en plein milieu du cœur et sans séquelles. Et tous les organes... Ça reste rare quand même. Ah oui, ça reste très très rare. On est sur des... Oui, absolument, c'est même exceptionnel. Mais tu as raison, tous les organes du corps peuvent être touchés par le cancer, mais vraiment tous. L'œil, le bout du nez, le bout du pied, tout peut. On est dans une. Mais est-ce qu'il y a des organes où l'avancée a été plus rapide ou qui sont plus faciles à traiter ou... Oui, alors je pense qu'on peut dire globalement que pour la quasi-totalité des cancers, si on prend ces dernières décennies, il y a eu des avancées en termes de guérison. On guérit mieux. Oui. On guérit plus de cancers. Pas tous, mais on en guérit plus. C'est vrai quasiment pour tous les cancers. Il y a eu beaucoup d'efforts mis sur le cancer du sein en particulier parce que c'est le plus fréquent chez la femme. On travaille à développer de nouveaux moyens diagnostiques. Il y a la prévention, dont on a parlé tout à l'heure. L'idée de la prévention, c'est soit d'empêcher que le cancer survienne, soit de le diagnostiquer, ce qu'on appelle la prévention primaire, soit le diagnostiquer à un stade très précoce. Parce qu'on sait que plus on traite tôt, plus on guérit. Donc ça, c'est très important, vraiment, peut-être pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez un doute sur le fait d'avoir un cancer, d'abord parlez-en à votre médecin et il faut vraiment mieux en parler et ne pas mettre ça sous le tapis en se disant on verra bien plus tard, parce que plus on attend, plus c'est grave et moins on a de chances de guérir quand même. Et donc c'est ça le but de la prévention, cette fois c'est secondaire, c'est le dépistage, c'est d'aller diagnostiquer à un stade très précoce parce qu'on sait qu'on guérit beaucoup mieux avec le moins de séquelles. Et donc pour les cancers du sein, c'est le dépistage par la mammographie tous les 2 ans à partir de l'âge de 50 ans. C'est toutes ces... Mais ça se termine à 75 ans, je crois. Ça veut dire qu'il y a moins de risques ou que ça évolue moins vite à un âge avancé? Oui, alors après, il y a une question de balance entre le bénéfice du dépistage, son coût, et puis le service rendu. Donc, on considère qu'après un certain âge, je ne suis pas sûr que je ne sais pas si on peut mettre 75 ans, mais je prends l'exemple du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, ce n'est pas un cancer méchant, de toute façon, qui évolue très vite. Il y en a beaucoup qu'on ne traite même pas.
tellement ils sont même chez un sujet jeune. Donc, aller faire du dépistage du cancer de la prostate chez quelqu'un de plus de 80 ans, 85 ans, pour une maladie qui pourrait tuer au bout de 10-15 ans, et dans ce cas-là, le dépistage, c'est une prise de sang, c'est pas très méchant, un dosage du PSA, mais après, aller faire des biopsies, aller faire des examens coûteux. Donc, il y a une espèce de balance aussi un peu raisonnable sur... voilà. Oui, puis le confort du patient, enfin la qualité de vie, qualité de vie aussi, évidemment, des choses. Il y a des avant que tu nous reprennes la parole, Jean-Louis, je rappelle, c'est Voyage extraordinaire dans les sciences. Nous recevons Renaud de Crévoisier, médecin, chercheur, directeur d'hôpital, directeur du centre Eugène Marquis. Et je ne l'ai pas dit au début, mais nous avons... 3 stagiaires avec nous qui nous écoutent de façon attentive et qui poseront peut-être quelques questions après l'émission. Alors, ajoutons aussi, Félix, que nous avons un partenariat avec la plateforme culturelle Unidivers, sur laquelle les auditrices et les auditeurs retrouveront l'émission que nous faisons avec Renaud ce matin. Alors, on a parlé beaucoup de sujets déjà. Comment voir le futur ? Comment voir les choses dans la perspective ? Est-ce que les enjeux, ils existeront toujours au niveau technologie. On a compris que cette évolution-là était importante. Mais est-ce que les enjeux vont être aussi de coupler des solutions thérapeutiques entre elles ? De descendre aussi peut-être vers la pharmacologie en même temps que les technologies. Comment tu vois un peu ce futur ? Oui, alors globalement, l'enjeu pour les patients, c'est toujours le même, c'est de guérir plus du cancer et d'avoir moins d'effets secondaires. Donc une fois qu'on a dit ça, guérir plus du cancer, ça veut dire qu'il va falloir des traitements plus efficaces. Et plus efficaces comment ? Par exemple, dans ce que tu as dit, c'est-à-dire d'aller combiner différents traitements. Ça veut dire d'augmenter potentiellement les doses, les ciblages, etc. Ça veut dire... Et moins d'effets secondaires, ça veut dire être plus sélectif. Ça veut dire que peut-être pour certains patients, il n'y a pas besoin d'augmenter les doses. Ça veut dire d'aller vers des traitements très personnalisés. C'est ça l'enjeu. C'est qu'aujourd'hui, quand on a un cancer de tel type, encore une fois, on va dire un cancer du poumon, il fait 3 cm. Le traitement standard, c'est pour toute cette catégorie de patients, c'est la chirurgie avec un certain couplage. Mais ce qu'on sait, malgré tout, c'est qu'il y a des patients qui vont récidiver. Il y a des patients qui n'avaient peut-être pas besoin, derrière la chirurgie, d'avoir un traitement préventif. On fait beaucoup de traitements, alors je vais rentrer un peu en cancérologie, de traitements, ce qu'on appelle, nous, adjuvants ou préventifs. C'est-à-dire que on sait qu'après, par exemple, un geste de chirurgie qui enlève la tumeur, une exérèse de la tumeur, une ablation de la tumeur, il faut derrière un traitement complémentaire, parce qu'au-delà de la tumeur qu'on a vue, qu'on a retirée, il y a toujours un risque qu'il reste des cellules qu'on ne voit pas. Et donc, on fait aussi, par exemple, de la chimiothérapie, même de la radiothérapie, là où il y avait la tumeur. Typiquement, il y a des patients pour lesquels il y a des patients qui vont récidiver. Et là, on se dit, il fallait faire un peu plus de traitement préventif. Et puis des patients qui, de toute façon, même sans traitement préventif, n'auraient pas récidivé. Et là, le traitement préventif, il ne sert à rien. Donc, un gros enjeu de demain, c'est vraiment d'aller faire un traitement très personnalisé, très adapté au cas par cas. Voilà. Et donc, pour ça, il faut développer des outils d'analyse informatique pour aller vers plus de personnalisation des traitements, avec des moyens diagnostiques aussi qui vont être plus précis, des imageries qui vont être toujours plus précises à l'échelle peut-être plus que le millimètre, qui vont nous informer aussi encore plus de la prolifération cellulaire, indépendamment de l'image que l'on voit. Fois, je donne, c'est pas très forcément évident comme analogie, mais pour montrer ces imageries métaboliques, c'est comme si d'un côté vous coupliez une photographie standard, vous photographiez un individu, puis en même temps vous aviez une caméra infrarouge qui vous donne la température de l'individu. C'est couplé sur la tumeur des tas d'informations qui vont permettre d'être plus efficace. C'est ça les enjeux. Et aussi quand même un enjeu de santé publique, parce que de coût, j'en parlais tout à l'heure,
où il faut être aussi raisonnable, hein, j'allais dire aussi malgré tout, hein, on n'est pas dans une surenchère technologique où on est prêt à dépenser n'importe quoi pour voilà, il peut y avoir aussi, enfin il faut aussi de la responsabilisation de ce point de vue-là, quoi. Et de la vigilance aussi, enfin c'est peut-être je voudrais revenir sur un élément qui, pour ne pas l'oublier, c'est important, et je pense aussi à nos jeunes, peut-être à des jeunes qui s'interrogent sur leur métier, revenir sur ce que c'est qu'un hôpital, insister sur le fait qu'un hôpital, fondamentalement, ça n'est pas que des soignants. Quand on est malade, on va dans un hôpital, on voit des docteurs, des infirmières, etc. Mais c'est pas que ça, un hôpital. Un hôpital, c'est des tas de maillons d'une chaîne qui font qu'au final, le service est rendu, la chaîne existe. C'est des soignants, et moi je peux témoigner de leur engagement, etc. Mais c'est aussi des tas d'équipes. Des équipes, ce qu'on appelle nous techniques, des ingénieurs, même des métiers d'électriciens, de plombiers, etc. L'hôpital, c'est une grande maison, il faut qu'elle fonctionne. C'est aussi des métiers administratifs, des services des ressources humaines. Hein, c'est des métiers aussi de finance. C'est tout cet ensemble-là qui fait que collectivement, il y a le service rendu aux patients. Et encore une fois, j'insiste sur le mot collectif et pour nous de considération mutuelle. Il n'y a pas le grand docteur ou le grand professeur d'un côté, et puis le brancardier, je le dis parce que je le pense et ce que je l'ai vécu, je pense que évidemment le brancardier qui accompagne le patient dans un sous-sol de radiothérapie, le patient qui est allongé sur un brancard, qui est à moitié déshabillé, qui est en situation de souffrance physique et psychologique. Le brancardier, moi je pense à un certain nombre de personnes qui gentiment tient la main du patient et l'accompagne, l'attend entre les examens. Il est aussi important, peut-être même plus, et d'ailleurs le patient s'en souviendra plus que, entre guillemets, le grand professeur qui aura prescrit tel ou tel traitement. Donc on est vraiment dans un collectif, j'allais dire, qui est crucial au service du patient. Et voilà, voilà. Donc, je pense aux jeunes qui s'interrogent. On peut aussi trouver dans un hôpital des tas de fonctions. Alors on pense, enfin maintenant, on est de plus en plus interpellé à juste titre sur les notions de préservation de l'environnement, des considérations bâtimentaires, d'isolation thermique, d'optimisation des chauffages, etc. Il y a tous ces aspects-là aussi qui sont intéressants, qui sont à développer. Et puis bien sûr, la technologie de pointe, oui, elle est là aussi. Il y a tout un panel, on retrouve, qui fait que je pense que les métiers hospitaliers au sens large sont tout à fait intéressants. Non, mais c'est important pour le message, pour les... Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. Cette chaîne humaine. Oui, une chaîne humaine où l'un ou l'une n'a pas plus d'importance. S'il manque un maillon, de toute façon, ça tournera pas. Ça tournera pas, exactement. Et donc, il faut la même considération. On l'a bien vu pour le Covid. Oui. Souvenez-vous, je quitte le domaine de la médecine, mais les boueurs qu'on voit pas, là, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il existait, quoi. Et que s'il n'était pas là, et ainsi de suite, quoi. Et donc, c'est très important. C'est pour ça que je voulais, au-delà de la recherche, bien mentionner ces personnels-là, parce que c'est aussi des personnels qui sont très, très dévoués, et qu'on oublie un petit peu, qui sont très professionnels aussi, très, très donnés. Il y a aussi, vous voyez, dans un domaine un peu plus douloureux, mais je voudrais quand même les citer. On peut parler des traitements de pointe, tels qu'on l'a évoqué. Malheureusement, il y a aussi ces situations de maladie qui échappent, ces situations de fin de vie. On a au Centre Eugène Marquis un service palliatif. C'est donc un service où les soignants vont accompagner le patient dans ses derniers instants, qui sont cruciaux, qui sont extrêmement importants, dans son confort par rapport à la douleur, confort par rapport psychologique, par rapport à l'angoisse. Et il va y avoir des tas de soins qui vont être associés. Il y a des esthéticiennes qui sont là, il y a des psychologues, il y a des tas de... Et ces services-là sont, je me permets de les mentionner aussi, parce que sont extrêmement éprouvants pour les soignants. Malheureusement, il y a beaucoup de burn-out. C'est des services qui sont en tension.
parce que d'aller accompagner, malheureusement, on peut aussi avoir des jeunes patients qui sont atteints de cancer et la maladie échappe, qui vont décéder, etc. C'est très dur pour les personnels soignants. On n'est pas simplement derrière une console d'ordinateur. Là, c'est un quotidien, c'est un accompagnement, c'est un engagement de la personne. On peut pas. Voilà, je voulais quand même leur souligner ça, parce que nous, au Centre Eugène Marquis, ce que l'on souhaite, c'est accompagner le patient jusqu'au bout. Et jusqu'au bout du bout, si malheureusement il y a un échappement, je reste quand même sur la tonalité optimiste. On guérit de plus en plus de cancers. C'est pas parce quand on a un cancer, on va très probablement guérir malgré tout, mais pas tout le monde. Et quand il y a cet échappement, il faut aussi que les soignants soient présents et bien présents. Et c'est aussi encore une fois des moments extrêmement précieux pour les intéressés quand on est malade en fin de vie. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. En fait, la motivation des personnels aussi, c'est de sauver les gens, c'est de les soigner. Donc, c'est ça aussi qui fait marcher, je dirais, mais cet ensemble. Avec tout à fait, tu l'as très bien dit, mais en même temps, cette difficulté qu'il ne faut pas se prendre pour des sauveurs non plus. Il faut garder une certaine humilité, parce que sinon, là, on est sur des tensions psychologiques, à l'échec, etc. Et donc, c'est là où il faut beaucoup d'équilibre aussi, quelque part. Il faut aussi vivre en dehors de l'hôpital, il faut être... il y a tout ça qui compte beaucoup aussi pour les soignants. Alors peut-être je ne sais pas si ce sera le dernier ou oui, il y en a parce d'autres. qu'il nous reste les grands projets autour d'Eugène Marquis. Alors là, je sors un peu de la discussion centrale qu'on vient d'avoir, mais en termes de bâtiments, en termes d'infrastructures, on peut avoir une idée de ce qui est en train de... Oui, donc il y a un gros projet, très structurant pour le site, entre le Centre Eugène Marquis, le Centre de lutte contre le cancer, et puis le CHU de Rennes. On est géographiquement espacé de, 100-200 mètres. Les soignants travaillent les uns avec les autres, entre les soignants du CHU et les soignants du Centre Eugène Marquis, et en grande complémentarité. Parce que globalement, le Centre Eugène Marquis prend en charge tout le cancer, sauf la chirurgie. On n'a pas beaucoup de chirurgie. On fait la chirurgie du sein au Centre Eugène Marquis, mais toutes les autres chirurgies, on ne la fait pas. Pour traiter le cancer, il faut de la chirurgie, il faut de la radiothérapie et il faut des médicaments. Et nous, globalement, le Centre Eugène Marquis, on fait la radiothérapie et les médicaments, la chimiothérapie, les immunothérapies, etc. Et le CHU fait toute la chirurgie, sauf les cancers du sein. Donc, on a beaucoup de complémentarité, beaucoup d'estime les uns avec les autres. Et puis, cette dispersion un petit peu géographique. Le patient, quand il vient sur le site, il peut être un peu perdu d'un côté, CHU, etc. Donc là, il y a un gros projet de mutualisation dans lequel chaque établissement, le CHU et le Centre Eugène Marquis, gardent son identité, mais travaillent ensemble dans un bâtiment commun qui va s'appeler l'Institut régional de cancérologie, qui devrait voir le jour théoriquement dans 6 ou 7 ans. C'est un bâtiment extrêmement coûteux. On est en train d'essayer de réfléchir à où le positionner et le plus astucieusement possible. Oui, il y a cette grosse structuration qui est tout à fait nécessaire. La cancérologie, vous l'avez compris, c'est la prise en charge du patient, c'est certainement pas un docteur, c'est de multiples acteurs dans un hôpital, mais aussi entre plusieurs hôpitaux. D'où l'intérêt de travailler avec le CHU. Le CHU, c'est une structure universitaire, c'est la structure universitaire d'excellence, avec 3 missions de soins, de recherche et d'enseignement. Et nous, au Centre Eugène Marquis, nous avons les mêmes missions. On a ce projet structurant. Donc, cette opération rentre dans le cadre de la restructuration du CHU Absolument. Actuel, mais qui, j'ai cru comprendre tout au moins que le bâtiment qui allait fédérer ou mutualiser toute la chirurgie était à un horizon plus proche. Oui. Donc c'est une autre tranche dont il est question là. Absolument. Donc le CHU se restructure de façon bâtimentaire, ces bâtiments de façon très importante. L'hôpital Sud devrait être rapatrié sur le site de Pontchaillou. Il y a le centre chirurgical et interventionnel, ce nouveau bâtiment qui vient d'être terminé, qui va ouvrir ses portes. Il y a un bâtiment mère-enfant qui va être aussi construit. L'Institut régional de cancérologie dont je viens parler aussi à moyen terme. Et puis, tout le site va être progressivement restructuré.
Ce qui pose aussi des questions de phasage, des questions financières et aussi des questions de partenariat. Nous restons avec notre identité Centre Eugène Marquis, nous ne sommes pas absorbés par le CHU et donc il y a tous ces enjeux-là qui sont en train d'être travaillés. Donc le centre tel qu'il est connu aujourd'hui gardera son implantation, l'implantation historique. Normalement, le nouveau bâtiment devrait se positionner à une centaine de mètres, 50 mètres du Mais les centre bâtiments actuel. actuels resteront? Non, a priori, ils sont pensés comme être détruits sous réserve, pour créer un nouveau bâtiment qui servira d'hospitalisation à tout le CHU, dont le Centre Eugène Marquis. Là, il y a encore beaucoup il y a de l'incertitude quand même. Il y a plusieurs schémas possibles. Donc, beaucoup de travail pour le directeur actuel du Centre Eugène Marquis. Oui, des enjeux financiers parce que nous sommes un établissement privé à but non lucratif, mais ça veut dire que il y a des enjeux. Je ne peux pas me permettre, moi, d'être en déficit parce que sinon, c'est la clé sous la porte et les salariés sont... Voilà. On est bien ensemble. Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Merci Renaud de cette Merci intervention. beaucoup. Oui, J'aurais pu parler, je ne sais pas, parce que c'était une démarche qui était intéressante. J'en ai pour 3 minutes. Oui, 3 minutes, oui. Pas plus. Pas plus. Non. Est-ce que je peux ? Oui. Alors donc là, je voudrais aussi vous parler, au Centre Eugène Marquis, vous l'avez compris, il y a des valeurs fortes qui font que les personnels sont motivés. Et on est j'ai souhaité qu'on rentre dans une démarche autour de l'identification de ces valeurs, la compréhension des valeurs essentielles et la mise en application. Et donc, les 800 salariés du centre ont été interrogés, donc vous voyez, plusieurs phases. Il y a 4 ans, où chacun a été interrogé, que les personnels soignants ou non soignants, avec l'interrogation « Quelles sont pour vous les valeurs essentielles ?» en texte libre, en réponse libre, qui font qu'au quotidien, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Parce que quoi ? Parce que quand on est en adéquation entre les valeurs que l'on porte intimement et celles de l'environnement, on est plutôt satisfait, motivé, heureux. Et quand il y a une adéquation entre des valeurs que vous portez et celles de votre environnement, vous allez être en souffrance. Donc, je vous laisse quelques instants pour réfléchir les uns les autres, mais quelles sont pour vous, quelle serait pour vous la valeur essentielle au quotidien, au travail ? Je vous interroge tous les deux, vous répondriez quoi ? Quelle est la valeur essentielle pour vous, même dans votre activité aujourd'hui ? L'activité aujourd'hui, c'est la retraite pour Félix. Oui, mais dans le cadre de vos activités d'aujourd'hui à la radio ou ailleurs, ça serait quoi la valeur essentielle ? Pour moi, c'est le contact humain, la rencontre avec des personnes. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans mon activité professionnelle. Là, je rencontre des personnes d'autres horizons et c'est pour moi, je dirais la rencontre. La rencontre, Jean-Louis ? Oui, certainement aussi, parce que ça a joué à beaucoup d'étapes de ma carrière. Mais après, c'est le sens que tu évoquais tout à l'heure. Et puis, sans doute, la passion qui va avec. Voilà, donc il y en a quelques-unes. Disons. Il y en a quelques-unes. Alors nous, les salariés du centre, encore une fois personnel administratif, soignants, ont rapporté que la valeur essentielle pour eux, c'était la bienveillance. Oui. La valeur la plus importante. Donc on a d'abord, il y a 3 ans, identifié que la valeur la plus importante, c'était la bienveillance. C'est pas étonnant dans ce contexte-là. Voilà. Il y a le côté empathie aussi. Voilà. Et donc la première phase, ça a été d'identifier la valeur. C'était la bienveillance. La deuxième phase, ça a été pendant 1 an de comprendre la valeur. Parce que nous, chacun peut porter une valeur, la bienveillance qui a été identifiée, mais on peut avoir une définition différente de la bienveillance. La bienveillance, c'est pas que être gentil avec tout le monde, c'est plus compliqué que ça. C'est veiller, vouloir le bien, etc. Qu'est-ce que le bien ? Et voilà. Donc pendant 1 an, on a eu des conférenciers qui sont venus, philosophes, anthropologues, psychologues, des groupes de travail pour comprendre ce que c'était que la bienveillance. C'était il y a 2 ans. Et l'année dernière, on a eu toute une année à appliquer, à se dire cette valeur-là, c'est quoi en pratique ? C'est quoi la bienveillance ? Donc il y a une centaine de mesures qui ont été proposées pour mettre en œuvre plus de bienveillance. Et ensuite, la 4e étape, ce sera de la revendiquer. Mais c'est de revendiquer une valeur qui est celle que chacun souhaite, qu'il a compris et qu'on met en œuvre. C'est un élément important du centre. Non, merci Renaud, on s'arrête là. C'est très bien parce que je crois que là on touche au cœur de beaucoup de choses. On aurait pu parler de fraternité aussi, oui. Qui dans la trilogie française est souvent aussi peu évoquée. Travailler la bienveillance, c'est pas simplement travailler la bienveillance qui vous est adressée à vous.
pour les autres. C'est comment moi, je peux être aussi bienveillant pour les autres. Et ça, c'est une exigence. Et moi, comme directeur, j'ai été aussi beaucoup interpellé personnellement, voilà. Et vous, monsieur le directeur, c'est ça. Mais toujours, quand c'est dit en bienveillance, c'est collectivement constructif. Et la bienveillance, ça concerne tout le monde et d'abord soi-même vers les autres. Et pas d'abord les autres, enfin aussi, on va dire les deux. Oui. Dans les deux sens. On arrête là-dessus. Merci beaucoup, Renaud. Vous pouvez bien sûr... Merci aussi. On a peut-être un extra. Oui. Vous pouvez retrouver le podcast de notre émission sur le site Radio Laser. Alors donc, Radio Laser attaché en minuscule.fr. Et bien sûr, vous pourrez aussi lire l'article de Jean-Louis sur le site Unidivers. Au revoir et merci. Merci beaucoup. Merci à toi.